Hello les amis, bonjour. Nous voici nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. On est samedi matin. Il ne fait pas très beau du tout. Donc je préfère le passer avec vous. Je suis au bureau. Je suis venu faire la suite de vos témoignages que vous m'avez envoyés sur le phénomène OVNI. Mais en voiture, ça m'a un peu turlupiné tout ça. J'ai envie de faire un petit peu autre chose. Mais à l'heure à laquelle je vous parle, là, je ne sais pas encore quoi. Donc je vais bosser mes dossiers et je vais essayer de faire quelque chose d'un peu innovant. Bien, j'ai eu des idées et déjà on va commencer par la suite du dernier témoignage qu'il y avait eu dans ma première émission. C'était celui de Gérard qui vit en Indonésie, je vous le rappelle, qui se baladait en forêt et qui avait vu une étrange créature très longiligne, verte, avec une sorte de tête d'iguane, de crapaud, avec des rayures vertes foncées. Et cela avait impliqué en lui l'arrivée d'une peur qu'il n'avait jamais connue. Je vous mets juste le petit extrait de sa première vidéo où il en parle. Et je peux dire que depuis, ça y a quelque chose qui a changé. Souvent, ça arrive quelques fois, je dirais 2-3 fois par semaine. Là, ça m'est arrivé encore cette nuit. Je dors. Et je dors pas beaucoup, je dors très très peu, je dois dormir 3-4 heures par nuit. Mais là, toujours en plein milieu de mon sommeil, vraiment au milieu du sommeil, je me réveille et j'ai peur. Je me dis, il va venir. Et là, ça m'est arrivé cette nuit, alors je ne bouge pas, là, je regarde la porte et je me tiens prêt à me battre. Vous voyez, je serre les poings, alors j'ai ce qu'il faut pour me défendre, hein, j'ai des cocos, j'ai des fusils, j'ai ce qu'il faut. Mais ça suffira pas. Alors je sais pas ce qu'il y a, je sais pas si c'est pas moi qui déconne un peu du teston aussi en reportant ça, mais avant ça, j'avais jamais eu des nuits où je dors, où je me réveille en sursaut, mais même pas en sursaut, je fais couvrir les yeux, j'ai peur. Quand vous avez peur, vous vous réveillez en sursaut, vous bougez les pieds, les bras. Là non, même pas, je dors profondément, je me dis putain, je me réveille, je sens cette peur et je regarde parce que comme tous les hommes, on se met près de la porte, toujours, pour protection. Donc, j'ouvre les yeux, je regarde la porte, et je regarde, la porte est toujours ouverte pour les gamins, parce qu'on ne sait jamais. Et donc, je regarde cette porte pendant quelques secondes, et après, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Voilà, donc, c'est ce que j'ai vécu. Je ne sais pas si ça peut m'aider, si ça peut faire quoi que ce soit. Voilà. Écoutez, je vais y retourner. J'ai dit à Sylvano que j'allais y retourner. Voilà, donc Gérard est confronté à une forme de peur qu'il ne connaissait pas et qui ne la quitte pas. C'est hélas le cas pour beaucoup de personnes qui ont eu à faire face au phénomène OVNI. Alors quand je dis phénomène OVNI, j'englobe tout. Phénomènes paranormaux, phénomène OVNI, contact. C'est un peu, pour mon idée à moi, ça englobe tout ça. Hein. Parce que OVNI, c'est simple, on dit c'est objet volant non identifié, mais c'est un acronyme que l'on pourrait utiliser pour personnes, marchands non identifiés. Donc vous voyez, c'est un peu le tout. Et donc, comme je vous le disais, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Quand ils sont confrontés à ce genre de phénomène, ils ont une peur qui ne les quitte pas. Gérard, lui, n'est pas homme à vivre avec cette peur. Et donc, il décide de crever l'abcès et d'y retourner. Donc, je vous propose tout de suite de voir la suite de son enregistrement, car le bougre y est retourné. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Sylvano. Bon, comme je t'ai promis, je refais une vidéo. Alors, je vais essayer de faire un petit montage parce que j'y suis retourné. J'ai repris le même chemin et puis j'ai avancé beaucoup plus loin. Je suis parti là où j'ai vu
cet être vivant partir. J'ai essayé de suivre ses traces, on voit des traces. Donc voilà, alors pour expliquer ce que je foutais quand même dans cette forêt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient, ce mec, ce qu'il fout là beau milieu, c'est qu'en fait, il y a plein de pépites d'or, des vraiment particules de pépites, mais dans tout le coin. Et en fait, la forêt, la rivière était très large. Donc j'ai trouvé ces pépites, et puis après, elle partait en plusieurs branches, par jeu, parce que bon, aujourd'hui je suis assez vieux, hein, ça se voit d'ailleurs. Et donc j'ai suivi ce fil en fait, et c'est en suivant ce fil, et après par jeu, parce que c'était quand même assez joli, je voulais rincer et tout, je suis arrivé à ce que vous avez vu pour certaines dans la première vidéo. Donc voilà. Et donc voilà, je me suis un petit peu renseigné auprès des locaux qui m'ont vu, parce que certains m'ont vu revenir. Là, la deuxième fois, la première fois, j'ai vu personne. Ils m'ont demandé où je suis allé, donc j'ai dit que j'étais dans la forêt, ils m'ont dit que j'étais fou, ils m'ont dit qu'il faut pas aller là-bas, c'est plein de fantômes. Bon, ça, j'en avais un tout petit peu parlé. Et puis j'ai dit, mais comment se fait qu'il y a beaucoup de palmiers? Parce qu'en fait, le gouvernement, tous les palmiers pour faire de l'huile de palme en Indonésie sont faits par le gouvernement. Ce n'est pas privé comme on entend à la télé, des multinationales, c'est une grosse connerie. C'est le gouvernement qui a planté ça. Et en fait, il doit logiquement, je dirais, s'en occuper, mais c'est surtout les locaux qui y vont, qui récupèrent les paquets de palme, les graines de palme, et qui vont les vendre. Il peut bouffer tout le monde, ça n'a pas coûté grand chose au gouvernement, par planter les arbres, ça n'occupe pas trop. Et les locaux s'occupent des arbres, ils s'occupent de l'acheter gratuitement, on va dire, et de le revendre pour pouvoir bouffer. C'est un peu ça le truc. Et vous verrez que dans les quelques vidéos qu'il y a plus loin, on voit des palmiers totalement abandonnés, ce qui est très 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 rare. Donc je leur ai demandé, ils m'ont dit, ben non, nous on n'y va plus parce qu'on a peur, mais j'ai dit, il n'y a rien. Ils m'ont dit, si, il y a des choses, c'est pas, comme ils m'ont dit ça, je dirais pas que c'est pas naturel, ils m'ont dit, voilà, on va dire, c'est pas humain. On m'a dit, voilà, c'est pas humain, on n'y va pas. J'ai dit, il y a quoi? Il y a un tigre, il y a des pitons, parce qu'ils ont peur de tout ça. Ils m'ont dit, non, s'il y a un tigre, on le tue. Et s'il y a un piton, on l'attrape, on le tue, on le bouffe. C'est très bon, c'est bien déjà bouffé. Et en fait, c'est pas ça. En fait, ils m'ont dit, on n'y va pas, on a peur. Point final, pour discuter. Et donc, vous verrez que dans la deuxième vidéo, je commence à avoir peur, je me sens bien, tranquille, cool. Et puis d'un coup, ça tombe comme une chape sur moi. C'est vraiment lourd. Alors, quand je suis parti, il y a toujours des chiens partout, puis c'est toujours un peu des maisons. Donc quand j'ai repris l'embranchement, il y a un petit chien qui m'a suivi, mais après il s'est arrêté, il m'a regardé, il a relevé les esgourdes, il est parti. Et peut-être une minute après, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur tout le long que je suis resté, presque une heure. Donc vous verrez des vidéos peut-être pas très 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 belles. Pour ceux qui s'attendent à voir un engin spatial, moi être pris dans un engin spatial et des martiens qui font ça, vous en trouverez pas. Hein. Je vais montrer les marécages, ce que je vous ai montré, par où je suis passé, des choses un peu bizarres qui peuvent être faites par des animaux, mais avec le recul, j'y prends un peu moins. Parce que c'est des passages faits comme si quelqu'un marche tous les jours dessus, avec des passages à droite, à gauche, tout droit. Et je veux dire, c'est des petits sentiers de 10 cm, mais vous marchez pieds nus dessus. Moi, j'ai fait tout ce voyage-là à pied, parce que je marche dans l'eau. Donc, dans l'eau, tu y vas à pied. Moi, j'y vais à pied, en tout cas, je mets pas de chaussures. Et après, j'ai continué, j'ai marché dans les marais, j'ai continué dans la forêt, après, je pouvais plus y aller, donc j'ai fait le tour, j'ai trouvé un petit passage, j'ai fait le tour, je dirais, de la grosse butte, où il y avait plein d'arbres, vous verrez ça aussi. Et après, vous verrez des passages, mais des passages faits comme si quelqu'un marchait tous les jours dessus. Et les petits passages à droite et à gauche sont à 90 degrés. Donc un animal ne fait pas un passage à 90 degrés, il fait un passage, il tourne comme il peut, quoi. Voilà, et là on voit vraiment que c'est des passages, après ça s'arrête, après ça repart dans la forêt, je suis pas allé plus loin non plus, parce que j'ai quand même marché pendant presque 2 heures, parce que il pleuvait énormément, j'avais peur, je vous dis honnêtement, j'avais peur, je me sentais très observé, parfois, je sais pas, ça peut être, j'ai vu quelques scènes, mais c'est pas ça, parce que j'ai l'habitude de les voir, je sais pas, c'était
je sais pas, comme quand vous êtes dans une pièce noire ou que vous sentez quelqu'un près vous toucher dans le dos, voilà, c'était ça, j'étais toujours en train de regarder, j'ai filmé de partout, j'ai filmé longtemps, je filmais pour la forêt, puis peut-être moi je les vois pas, mais en regardant, on va peut-être par chance tomber dessus. J'espérais en attraper un, comme ça avec Sylvano, ben, on aurait fait un cirque, et on aurait pu l'attacher, le questionner, et on aurait été des héros. Mais j'étais loin d'être un héros, je peux vous dire, j'ai eu vraiment peur. Donc j'y suis allé, j'ai rien vu de plus. Peut-être il était à côté, je l'ai pas vu. Peut-être quand je l'ai filmé, il s'est baissé ou ils se sont baissés. Parce que pas de raison qu'ils soient tout seuls. Il n'y a pas de raison qu'ils soient des milliers non plus, je sais pas. Mais voilà, donc j'ai marché le plus possible jusqu'à ce que le chemin s'arrête. Et après, ben, il a plu énormément et je suis rentré trempé. J'ai marché 1 heure sous une grosse pluie. Donc je me suis arrêté un petit moment, j'ai vu un petit truc là qui était abandonné, qui était en ruine parce que ben, les Indonésiens n'y vont plus. J'y suis resté plus de 2 heures parce qu'il a plu pendant pas mal de temps. Et je me sentais observé dans cette cabane et puis d'un coup, c'est parti. La peur est littéralement sortie. Donc je suis parti tranquille, j'ai entendu des bois cassés, vous savez, comme quand quelqu'un prend une branche pour impressionner, pour faire peur. Alors c'est pas les singes, parce que les singes s'amusent pas à ça, mais c'était du bois cassé. C'est pas du bois clac clac qui marche, c'est du bois. On voit quelqu'un qui prend, on entend un bois clac cassé, mais pas une fois, c'est arrivé 7-8 fois, 10 fois. Donc c'est pas un dinosaure qui marche non plus, un tigre ça fait pas de bruit, les animaux font pas de bruit comme ça, c'était un gros bois cassé comme quand vous cassez du bois pour le barbecue, pour la cheminée, enfin, je sais pas pour ceux qui en ont et ceux qui en font. Mais voilà, c'est la sensation que j'ai eue, ça m'a fait un peu sourire parce que là, la sensation était partie. Mais quand ça claquait, j'étais un peu, voilà, j'étais un peu sur le, prêt à sprinter, quoi, voilà. Et voilà, donc ça s'est pas trop mal passé, j'ai eu peur, vous m'avez parlé une fois ou deux, essayer de vous expliquer. J'explique pas très bien parce que ben je suis un peu perdu, je vous dis honnêtement, j'étais un peu tout seul parce que là tu sais pas où tu vas, ma femme n'est toujours pas au courant, les enfants non plus, donc là ils sont allés faire des courses, j'en profite, c'est pour ça que je ne peux pas toujours comme je veux. Voilà, donc je parle un petit peu longtemps, je suis désolé, j'essaie d'expliquer la situation telle que je l'ai vue, telle que je l'ai ressentie, telle que je l'ai filmée. Si quelqu'un voit quelque chose, je vous dis c'est vraiment la même couleur que les arbres, que les feuilles, peut-être est tombé dessus sur les yeux. Voilà, mais moi quand je l'ai vu, vous verrez la rivière, ce côté droit, ça monte vraiment, à côté il y a une butte et je l'ai vu en haut de cette butte. Et après, apparemment il a plongé, vous verrez le film. J'ai pas filmé les traces de voiture, c'était pas du tout le sujet, je le ferai une autre fois. Parce que là, je peux y aller jusque-là, je sais que je peux y aller tranquille. Donc, j'ai pris le film de la rivière et après, j'ai suivi les traces qu'on voit, parce qu'on voit vraiment les traces, c'est flagrant. J'ai marché dans le marécage avec le petit pré, il y a des endroits où la forêt est totalement rasée. Donc, pourquoi? J'en sais rien, personne ne vient là. Donc, pourquoi ils auraient rasé la forêt? Si les mecs qui viennent là, ils prennent les palmes qui sont aussi dans la vidéo que je vous montre. Mais là, ils sont totalement noirs, totalement secs, donc ils sont imprenables et vendables. Donc le mec, s'il vient couper là, pourquoi des branches, pourquoi faire au propre lisse? Il n'y a pas une feuille, vous verrez, on aurait dit qu'ils ont passé du désherbant. Alors, pourquoi, je sais pas, qui, je sais pas, à quel niveau, je sais pas. J'en ai parlé aux locaux, c'est-à-dire aux Indonésiens, je suis sur l'île de Sumatra, à l'est de l'île de Sumatra, au sud de Medan, entre Medan et le volcan de Sinabung, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le gros volcan qu'on parle toujours en éruption en Indonésie, je suis pas très loin. Donc c'est entre les deux, il n'y a rien là. Et donc voilà, j'ai parlé avec eux un petit peu, ils m'ont dit non, on n'y va pas, c'est déjà quand t'es là, on est surpris de te revoir, on me dit parce qu'on ne pensait pas que tu allais revenir, donc je me dis en général quand les gens y vont, ils partent et ils ne vont plus parce qu'il y a eu apparemment quelques personnes mortes, mais on sait qu'il y a beaucoup de pitons, des gros pitons, parce qu'un Indonésien, ça fait 40-50 kilos. Hein. J'ai donné à un adulte indonésien les habits de mon fils de 10 ans, 12 ans. Donc vous voyez, c'est pas des mecs costauds, quoi. Il en faut 3 pour en faire un comme moi, rien qu'au poids. Et donc, on trouve souvent des gros pitons de 8-10 mètres qui ont bouffé un Indonésien. C'est pas rare, ça arrive. Quelquefois, là, il y en a eu il y a 2-3 mois, ils en ont attrapé un, voilà, ils ont ouvert le ventre, il y avait un gars dedans entier, 1m70, le mec qui était dedans.
Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce que j'ai vu? Je sais pas. Mais je peux vous dire que j'ai senti la peur. La même sans être la même, parce que par rapport à la première fois, parce que la première fois j'ai eu peur. Pourquoi? Je ne savais rien. Et quand je l'ai vu, voilà, j'ai eu peur. Mais là, j'ai eu peur. C'était pas pareil. Je m'y attendais aussi, donc je m'étais un petit peu préparé psychologiquement. Mais j'avais peur parce que je sentais que j'étais observé, je sentais, comme quand j'étais gamin, que je marchais dans le noir, j'avais toujours quelqu'un qui me touche, qui m'attrape. Je pense que tout le monde a vécu ça. Voilà, et là c'était en permanence, mais fort, puissant, comme s'il y avait quelqu'un qui me jetait, mais un humain qui te jette, tu le sens, tu tournes le regard, tu le vois, tu le sens. Mais là c'était plus fort, plus, voilà, je sais pas expliquer ça, j'ai pas les mots, je sais pas si on peut les idées mauvaises pour ça. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer de faire une petite vidéo avec les différents petits films que j'ai pris. Et puis Sylvano, si ça t'intéresse, ben écoute, si tu veux en faire quelque chose, ben fais-en. Moi, je dis, je vois ce que j'ai vécu, je le redis. Ça m'a fait du bien. Pour ceux qui veulent pas en parler, je le conseille. Vraiment, ne vous cachez pas. Il n'y a pas de raison. Tu as vu ça, on ne te croit pas. Ben, tu t'en fous. Toi, tu sais ce que tu as vu. Les autres, ils veulent pas te croire. Ben, c'est leur droit. J'ai expliqué un jour en arabe, c'est juste pour le fun. J'ai expliqué en arabe que ce qu'on dit en France, les chiffres arabes sont pas du tout arabes. Ils sont indiens. Et il ne m'a pas cru. Donc, on a fait des petites recherches un petit peu sur Internet. Et en fait, oui, les chiffres sont indiens, mais on dit que c'est arabe. Pourquoi? Parce que les Arabes les ont récupérés, puis nous on les a récupérés aux Arabes. Mais il m'a dit, ah moi je m'en fous, je veux croire que les chiffres sont arabes, ils sont pas indiens. Bon, j'ai regardé, j'ai dit, ben, tu sais la vérité, c'est ton droit de croire ce que tu veux maintenant, voilà. Mais je vous conseille de parler. Vraiment, n'ayez pas peur, ça m'a fait du bien, ça m'a détendu. Tu te sens moins seul, tu te sens un peu libéré. J'ai beaucoup moins peur la nuit maintenant, ça arrive plus trop, pratiquement plus. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Et ça m'arrive plus depuis que je suis retourné en fait. Donc voilà, mais parlez-en. Honnêtement, si vous êtes arrivé des trucs comme ça, j'insiste parce que ça m'est arrivé, je ne sais pas en parler, ça fait un poids. Et en parler, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien, ça m'a... Ma femme d'ailleurs me l'a dit, elle me dit, oh, qu'est-ce que t'es détendu, t'as une maîtresse, tiens, je dis, mais non, ça va, j'ai bien dormi cette nuit, c'est tout, ça va. Voilà, et on se sent mieux. Mieux parce qu'on partage quelque chose qui est important, peut-être grave, peut-être pas. Et c'est en parlant qu'on peut voir d'autres personnes qui en ont vu. Bon, moi ici, je ne parle pas, comme je vous ai déjà expliqué. Et donc, mais en Europe, c'est plus ouvert, aux États-Unis encore plus. Mais je veux dire, parlez-en. Honnêtement, n'ayez pas honte d'en parler à qui que ce soit, quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un qui peut vous écouter, parce qu'on peut parler aussi, mais sans qu'on vous écoute, ça y en a beaucoup. Et s'il rigole après, c'est son choix, c'est pas le vôtre. Maintenant, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous avez vu, vous savez ce que vous avez ressenti. C'est pas lui ou elle qui l'ont fait. Ils peuvent rire parce que ben c'est comme une croyance. On peut croire en Dieu comme on peut ne pas croire. C'est comme on peut croire aux ovnis comme on ne peut pas croire. On peut croire qu'on a été créé par Dieu. On peut croire qu'on a été créé par une bactérie. On peut croire que ben on est les plus beaux, les plus forts. On peut croire qu'on est les seuls dans l'univers. On peut croire que on est des dieux. On peut croire que voilà, on peut croire ce qu'on veut. Mais parlez-en. Honnêtement, je vous assure, parlez-en. N'ayez pas peur. Parlez-en. Voilà, je vous laisse. Ça fait 14 minutes 30 que je parle. Donc voilà, je vais placer les petites vidéos que j'ai envoyées à mon ami Sylvano. Je te remercie. Tu m'as fait du bien. Et après, ben voilà, si vous voulez en faire quelque chose, c'est un peu trouble parce qu'ici les lumières sont spéciales. Il n'y a pas beaucoup d'intensité, c'est pas la France. Hein. J'ai 1,5 kg, je suis un des mecs qui a les plus d'électricité je dirais dans la région presque. Et j'ai un frigo et une machine à laver. Donc je suis le riche. Et j'ai une voiture. Ah, c'est bizarre ça. Voilà. Donc voilà, je vais passer les vidéos. Ne vous attendez pas à me voir avec l'épée de Dark Vador ou de Star Wars. Hein. Vous allez voir juste des passages, des routes, la forêt, des bruits,
Voilà, après à vous de faire votre idée, c'est simplement pour vous montrer où je suis passé, où je l'ai à peu près vu. On voit encore les traces par terre de ce que je vous avais dit la première fois. Donc vous voyez, c'est trop. On voit des marques dans le, parce que c'est de l'herbe, mais il y a aussi un marécage juste à côté. Et vous verrez des traces. Alors, un animal qui marche dans les marécages, moi je suis descendu, j'ai marché, heureusement que j'étais pieds nus, j'étais pas de chaussures, heureusement. Ça m'est monté pratiquement jusqu'au genou. J'ai eu peur de m'enfoncer au moment. Et donc voilà, donc un animal ne passe pas par là, sauf les grues, mais vous verrez que les traces sont quand même pas très grosses, pas très larges, mais elles s'enfoncent quand même de quelques kilos. Une humain, pour moi, je fais plus de 5 kilos. 5 kilos, quand tu marches dans un truc comme ça, tu descends de 45 centimètres. Des traces avec des traces grosses comme ça, et que ça descend de 10-15 centimètres, l'animal ou l'être vivant, je sais pas. Puis c'est deux traces, c'est pas une, c'est deux, vous verrez un tout petit peu. C'est pas filmé longtemps, mais vous le verrez au début du deuxième ou troisième film, je sais plus, quand je touche sur le marécage. Voilà, regardez bien le film, n'ayez pas peur de faire pause pour bien pouvoir observer. Peut-être vous allez voir des choses que j'ai pas vues. Peut-être il n'y a rien, mais peut-être ils sont cachés. Voilà, je sais pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je les ai ressentis. Sentis, pas vus. Première fois, je les ai sentis et vus, et ressentis après. Et cette fois-ci, je les ai juste ressentis. Donc voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Voilà, donc je vais faire ce film. Et parlez-en, vraiment les gars, ou les filles, parlez-en. C'est mon truc. Allez, Bonjour à tous et à toutes. Bon, ben voilà, je continue ma deuxième vidéo pour Sylvain de Trotta. Vous voyez, comme je disais, je suis en forêt très totale. Donc il est très difficile, vous voyez, de marcher ici. C'est, c'est la rivière, vous voyez, c'est très important, voilà. Vous voyez, il n'y a rien, je suis tout seul, il y a une petite source qui coule. Donc voilà, donc j'avance là au milieu parce que ben, là au milieu de la forêt, c'est assez difficile, voilà. Donc je vais reprendre, je vais essayer de faire un film de quelques minutes et de pas trop parler longtemps. Voilà, donc là je vais avancer jusqu'à l'endroit où j'ai vu l'être vivant. Je suis en pleine forêt, je parle doucement parce qu'il y a des branches qui cassent, qui ne devraient pas casser. Ça me fait, je vous dis honnêtement, j'ai la trouille. Mais j'ai quand même avancé. Voilà, donc là vous voyez, je suis ici, là il y a la forêt derrière, vous voyez, c'est difficile à passer. Là il y a l'eau, je vais écarter un peu les branches, je vais continuer à avancer dans ce trou là. Voilà, je filme parce que peut-être il est dans le coin, ou ils sont dans le coin, ou de toute façon il y a quelque chose. Tout à l'heure il y avait un petit chien qui m'a suivi, une cadève là, vous savez les petits chiens quand vous les touchez, vous suivez de partout. Puis il s'est arrêté un moment et voilà. Ah j'ai oublié de vous dire, ah putain est-ce que j'ai peur quoi. J'ai un peu parlé de cette forêt, alors ici il l'appelle la forêt aux fantômes. Alors bon, déjà vivre seul en Indonésie, si tu es tout seul dans la maison, comme ça m'est arrivé quelques jours, quand ma femme elle est partie voir sa famille, ben, tout le monde m'a dit mais tu vis tout seul, il y a les fantômes la nuit et tout. Et ici personne ne vient parce qu'ils appellent ça la forêt aux fantômes. Voilà, pourquoi j'en sais rien. Voilà, je filme un peu tout, peut-être je vais le choper, peut-être il me voit et moi je le vois pas et dans le film on le verra. Voilà, je peux vous dire que j'ai peur, hein, c'est ouf. Là d'un coup, ça m'a pris il y a 3, 4, 5 minutes à peu près là. Voilà, ce que vous voyez là, c'est des palmiers, ça pousse ben, comme les palmiers, hein, vous voyez. Là, une petite colline en haut là, mais on est en pleine forêt, donc voilà, c'est pas des plantations de palmes, c'est des palmiers. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent là? Personne ne sait trop rien. Vous voyez là, c'est un bananier. Ce que vous voyez là, c'est un bananier. C'est plus on peut mettre avec le truc, voilà. Ici là, ça c'est un bananier. Voilà, donc je parle parce que j'ai un peu peur. Donc je vais avancer, je vais éteindre. Et je sais comment observer. Alors, je sais pas si c'est un animal ou si c'est quoi que ce soit, mais comme on est en Provence, je me cague dessus. Voilà, alors je vais avancer. Allez, on y go. Et je vais retrouver le passage. Comme je vous disais, c'était dans des sortes de marécages. Là. Et le passage, je sais pas si vous le voyez, c'est là, là où il y a la fleur jaune. Là. Allez, je vais pas la vert. Et ça part entre les deux arbres. Là. Vous voyez ce que je vous disais? C'est des petits prés verts. Voilà, on est en pleine forêt. Là,
On est vraiment dans la forêt. Les arbres et tout. Alors il y a quelques palmiers, peut-être c'est planté par eux, mais en tout cas il n'y a personne. Vous entendez? On n'entend que la nature. On entend l'eau là-bas, je vais retourner. Je vais essayer d'avancer, vous voyez, je suis pieds nus. Oui, mais quand je marche, vous voyez, je m'enfonce, là j'ai le pied enfoncé jusque là, mais je vais quand même y aller. S'il y avait quelqu'un avec moi, ce serait mieux, je vous le dis. Mais bon, allez, on va essayer d'avoir un peu de courage, ça nous changera un peu. Voilà, donc vous voyez, je suis ici, donc je filme parce que peut-être il est là, je le vois pas, et avec le film, vous savez, on peut le surprendre. Il fait 1m50 à peu près, la louche. Voilà, donc je vais voir un peu. Je vais avancer et je vais pas le garder parce que sinon, avec la bouche, je risque de tomber. Allez, je vais essayer d'aller jusqu'au coin là, puis après je vais reprendre la caméra. Voilà, je suis passé. J'ai de la boue jusqu'à mes mollets. Donc là, il y a une rivière qui continue. Donc là, il y a ce palmier. Et c'est pas ramassé. Regardez toutes les palmes qui sont là. Là, c'est noir, c'est sec. Voyez, elles sont passées, comme il dit, elles ne peuvent plus être ramassées. Donc c'est vraiment du sauvage. Et voilà, donc puis là, il y a le passage. Je ne sais pas si vous le voyez là. Il y a une sorte de passage là. Il y a apparemment un autre là-bas. Voilà, mais vous voyez, après derrière, on est un peu une forêt quoi. Hop, excusez-moi, je filme très mal. Voilà, donc là, vous voyez, on a l'eau qui court. Et puis ben, là, il y a des bambous. Ce que vous voyez là, c'est des bambous là. Voilà, vous voyez, c'est. Alors c'est un petit peu défriché par endroits, comme là, pourquoi, je sais pas. Il n'y a pas de route, il n'y a rien ici. Voilà, je montre ma tête, je sais pas si vous me voyez bien, je m'autofilme là. J'ai peur, je peux vous dire que j'ai peur, je sais pas trop où je vais, je sais pas trop ce que je vais faire surtout. Mais je vais quand même avancer, puis si je vois rien, ben c'est comme ça. Et si je vois, je sais pas ce que je vais agir, soit je lui saute dessus pour l'attraper, comme ça je l'attache, et après avec Sylvano on va faire un film sur lui, on va l'attacher comme dans les films de Independence Day. Et je sais pas, honnêtement, je sais pas trop si c'est très intelligent aussi ce que je fais là. Mais il fallait que je le fasse. Il y a des choses comme obligé, puis ça me. Voilà, donc je vais essayer d'avancer, je promets que j'ai peur. Voilà, allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai réussi à faire le tour, vous voyez, c'était là en bas. Voilà, donc je suis là dans la forêt, je filme, on ne sait jamais, c'est. Je dois respirer, je vous le dis. Vous voyez, une sorte de petit chemin là. Pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'est un passage d'animaux? Ça arrive assez souvent parce qu'il y a un petit peu des sangliers, des sortes de sangliers, il y a un peu beaucoup d'animaux, ils font des passages de temps en temps, j'en profite de celui-là. Je vais voir où il me mène, j'avance. Voyez, c'est un petit chemin, c'est pas un petit chemin humain, vous voyez, c'est vraiment un chemin, je dirais, qui est pris de temps en temps. Excusez mon film, hein, je sais pas très bien filmer. Voilà, j'avance petit à petit, piccolo, piccolo. Et voilà, j'espère que peut-être il va être dans le film, pas par prétention, pas pour dire vous avez vu, j'avais raison, simplement pour que il y ait une preuve de ce qu'il y a, qu'il peut y avoir, je sais pas. Allez, je suis vraiment tout seul ici. S'il sort un tigre qui l'a faim, il a 5 kilos de barbac à bouffer avec moi. Mais ils attaquent pas les hommes, les tigres, il n'y a pas de raison. Le tout c'est de ne pas avoir peur. Et voilà, par contre c'est vrai, je peux marcher sur un serpent, je peux marcher sur un scolopendre ou n'importe quoi. Je suis pieds nus, comme je vais vous montrer là, regardez. Je marche totalement pieds nus, comme tout à l'heure. Je fais un peu attention, je marche. Vous allez me dire pourquoi tu mets pas tes chaussures et tes chaussettes, c'est que je suis plein de boue si je prends une chaussure. Voilà. L'Indonésie, c'est pas la France, on n'achète pas des chaussures toutes les semaines. Pas parce qu'on n'y arrive pas, c'est parce que, voilà. Et puis bon, je marche sur du sable, je fais attention, je vais doucement de toute façon. Voilà, je filme.
Voilà, j'ai l'impression que ça s'arrête ici. Vous voyez, ça fait une sorte de havre. Vous voyez, autour de moi, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, il n'y a pas... Voilà, on peut presque poser la tête à ce beau papillon. C'est magnifique. Il est magnifique. Voilà, et je sais pas, vous voyez, il y a un passage, alors est-ce que je vais là? Est-ce que je continue tout droit? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont pas là? Est-ce qu'ils m'observent? J'ai moins peur que tout à l'heure, par contre. Peut-être parce que j'ai tellement peur que j'ai plus peur, comme on dit. Voilà, je continue à filmer parce que, c'est splendide aussi à voir. C'est quand même magnifique. C'est pas la forêt qu'on vous montre à la télé, que les passages y sont faits et qu'ils font semblant de couper les fougères à côté. Vous voyez, pour ceux qui habitent dans le sud-ouest, c'est les mêmes fougères qu'il y a de la région du sud-ouest en Gascogne. Ou dans les Landes, hein, c'est pareil. Voilà, oui, regardez, c'est magnifique, c'est splendide. Bon, je regarde où je marche, du coup je regarde pas trop, je filme. Là. Voilà. Voilà, vous voyez, le chemin continue. Donc je vais le suivre. Ok, comme il fait chaud, l'appareil chauffe. Donc il risque de couper d'un moment à l'autre. J'espère que ce sera pas au moment où je les vois. Parce que là, je le mords le téléphone. Moi je vais couper parce que ça me dit qu'il chauffe mon appareil. Mon appareil un peu refroidi, là j'avance, ouais, le chemin il est pratiquement, ça pique ça, inexistant. Je veux avancer. J'ai envie de les voir et j'ai peur de les voir. Merde, s'ils sont là. Voilà, je filme toujours, on ne sait jamais. Excusez-moi pour la qualité, je sais pas, je tremble. Le mec de 110 kilos, tout seul en forêt, il tremble de peur. Mais putain, on va faire des héros avec ça. Comme ça, je vais pouvoir les visionner à la maison. Peut-être ils sont là à m'observer, peut-être pas, je sais pas. En tout cas, je peux vous dire que c'est beau. Autrement, bon. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas eu de serpent, il n'y a pas eu d'attaque de singes qui volent les sacs, il n'y a pas eu tout ça. Je vais m'arrêter, je vais boire un peu parce que j'ai mon sac rouge dans mon dos là. Voilà, je sais pas si on me voit bien, pardon. Voilà, je vais m'arrêter, vous voyez mon sac il est là, je vais un peu m'arrêter là. Et je vais boire un peu et je vais repartir après. Mais je vais encore marcher un peu parce que le temps se couvre et j'ai peur qu'il pleuve. Et s'il pleut, quand je suis en forêt pour rentrer, c'est de la boue, ça risque d'être embêtant. Voilà, donc voilà, je regarde partout parce que j'ai peur de me faire surprendre. J'ai peur que quand je me retourne, il soit juste derrière moi avec un coup de coupe ou avec je sais pas trop quoi comme connerie. C'est peut-être moi qui... Enfin, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que la peur que j'ai eue, je sais où je suis. Donc voilà, pour le reste, je ne sais plus trop rien. Voilà, j'entendais un singe là qui fait petit peu. Voilà, allez, à tout à l'heure. Gérard, je tiens à te remercier au nom de tous, non seulement de ton courage, non seulement de tes prises de vue qui nous ont enchantés, mais surtout de ton message, car ce dernier est essentiel. Et je vais me permettre d'insister avec lui là-dessus, tout comme Harry l'a fait dans ma dernière émission. En lançant cette initiative, l'idée au départ était de récolter des témoignages sur le phénomène OVNI afin de montrer que l'on pouvait en parler librement sans les éternels mots-clés que l'on voit sur les médias institutionnels. Mais hélas, je constate maintenant depuis quelque temps, y compris sur des groupes fermés de Facebook par exemple, ayant pour l'objet l'étude du phénomène OVNI, une violence inouïe dans les commentaires, dans les propos. C'est assez nouveau, à se demander que viennent faire ces personnes dans ces groupes, si c'est juste pour se moquer des autres. Et j'insiste là-dessus, car ces personnes qui ont vécu quelque chose ont besoin de témoigner, d'échanger, d'essayer de comprendre. Je vais vous démontrer cela avec le témoignage de Christophe, qui a vu quelque chose d'incroyable alors qu'il ne s'intéressait nullement au phénomène OVNI, mais était juste un amoureux de la nature et du spectacle magnifique que nous offre par exemple une nuit étoilée. Ce que va vous raconter Christophe date de 2007. Notez bien cela. Cela fait 12 ans.
C'est énorme, 12 ans. Combien de temps mettriez-vous à vous souvenir de ce que vous faisiez en 2007? Pensez-y en regardant sa vidéo. Bonjour tout le monde. Bonjour Silvano Trotta. Bonjour. Bonjour à tous et comme dirait Silvano, coucou les amis. Voilà, mon témoignage concerne une boule lumineuse. Donc nous sommes un 26 décembre 2007, il est 19h50. Et en rentrant chez moi du travail, comme je ne peux pas fumer au travail, je m'arrête sur un parking à 2 km de chez moi, sur un parking d'un lotissement, pour me fumer une clope tranquille. Je suis en scooter et j'adore regarder les étoiles. Je trouve que c'est un spectacle merveilleux, magique, magnifique. Donc j'observe ces étoiles. Donc il n'y a pas un nuage, hein, on les voit super bien, parfait. Et puis il y a une étoile blanche, bien scintillante et plus grosse que les autres, qui est bien plus basse que les autres. Et moi qui ai l'habitude de regarder les étoiles, même si je ne connais pas leur nom, je ne comprends pas pourquoi je n'avais jamais remarqué cette étoile qui est plus basse que les autres. Alors je la regarde, et puis au bout de 10 secondes, elle se met à descendre droit comme un i, à 200 mètres du sol peut-être. Et elle avance très lentement. J'avais l'impression qu'elle allait à 40 à l'heure. Elle avance très lentement et elle vient vers moi. Le hasard fait que j'étais sur sa route. Et quand elle arrive à la hauteur du parking, et quand elle arrive au-dessus de ma tête, elle s'arrête net. Autant au départ, j'avais de l'énervement, parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est chiant hein, de voir un truc et de savoir que ce n'est pas un avion. On fait tout ce qu'on connaît comme objet volant, on répertorie tout. C'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, c'est pas un ULM, c'est pas un deltaplane, c'est pas une lanterne chinoise, c'est pas un drone. Mais qu'est-ce que c'est, quoi? À part une boule lumineuse, une étoile, quoi, qui se balade dans le ciel, c'est dingue. Gros comme un camping-car, à peu près. Et quand elle arrive donc sur ce parking, au-dessus de ma tête, elle s'arrête net. Et là, elle se met à descendre, presque au niveau des arbres, à 50 mètres de hauteur, 40 mètres, et elle s'arrête encore 4-5 secondes. Et là, je peux vous jurer que j'ai eu vraiment très peur. J'ai cru qu'elle allait me tuer. J'ai cru que j'allais mourir. Vous savez, quand vous frôlez la mort, moi en scooter, ça m'est arrivé plein de fois. On n'a que quelques secondes pour sentir la mort. Mais là, je l'ai senti pendant 10 secondes, quoi. Je croyais vraiment que ça allait me tirer dessus un rayon laser. Pour moi, c'était pas humain. C'était pas normal de voir ça. Cette chose qui ne fait pas un bruit, qui éclaire pas le sol. Les contours de cette étoile blanche scintillent. Et c'est pas normal de voir ça, quoi. 50 mètres au-dessus de sa tête, c'est pas normal, quoi. Qui pourrait partager ça avec moi? Je regarde du regard. Je regarde partout autour de moi, je vois personne. Personne n'a pu partager ça avec moi de toute façon. Hein. Mais voir cette chose, c'est pas normal. Il y a un truc là qui m'échappe. On m'en a jamais parlé. Aux informations, ils n'en ont jamais parlé. Je comprends pas. Je suis sûr que je suis pas la seule personne au monde à avoir vu ça. Et je comprends pas pourquoi il y a cette chose là. Je comprends pas, quoi. C'est pas normal. Après, donc, elle est remontée. Et elle est repartie comme elle était venue. Et quand elle était très, très loin, j'ai vu un avion arriver de là où elle était venue. L'avion n'était pas un coucou, n'était pas un Boeing, n'était pas un avion de chasse. C'était un avion avec de très longues ailes et des hélices et qui planait comme ça vers elle. J'avais l'impression qu'il allait en reconnaissance. Et dans ma tête, je me disais, mais cet avion est complètement taré, quoi.
Moi, ça serait moi, je penserais à ma famille. Je ferais demi-tour direct, quoi. Je- Voilà, j'ai pas compris cet avion, pourquoi il a été vers elle. Sûrement par curiosité, j'imagine. Mais enfin, quand même. Et donc, quand je suis rentré chez moi en scooter, je me suis posé 1000 questions sur la route. J'ai encore refait le film de qu'est-ce que ça pourrait être comme objet volant. Peut-être que c'est un truc que je connais pas, mais non, non, non. Hein, une boule lumineuse, non. Hein. J'ai beau ne tout pas savoir sur l'aviation, faut pas déconner quand même. Hein. Ça, ça n'existe pas ce genre de choses, quoi. Et donc j'ai essayé d'en parler à des proches, mais je n'en parlerai plus jamais, ça sert à rien. Hein. Trop de doutes et ça fait mal. Quand vous aimez des gens et qui doutent de vous, ça fait mal. Donc c'est mon problème maintenant. Je n'en parlerai plus jamais à personne. Ça sert à rien. Voilà. Après, qu'est-ce que cela m'a apporté? Le savoir. Les gens qui voyaient ce genre de choses, des boules lumineuses, même si je sais qu'il existe des mythomanes, je sais que la majorité, je leur fais confiance, quoi. Parce que je l'ai vu, moi. Je l'ai vu. Et quand j'y repense, quand je me refais le film de cette boule lumineuse, de cette étoile, quoi, parce que pour moi c'est une étoile, c'est exactement la même couleur, tout pareil, quoi. Tout pareil. Sauf qu'elle est là, à 50 mètres de hauteur, et qu'elle est grosse comme un camping-car, et non pas grosse comme la planète, quoi, vous voyez. Et donc, voir ça, mais on se pose 1000 questions, on se dit, mais c'est pas possible, c'est forcément, il y a forcément une logique, quoi. Je sais pas, c'est bizarre, quand même. C'est très étrange. Et moi, cela ne m'a inspiré aucune confiance. Ça m'a vraiment fait très peur. Et j'espère ne plus jamais revoir ce genre de choses aussi près. Quand je vois ce genre de choses, parce que évidemment je regarde tout le temps le ciel, évidemment quand je vois un avion qui clignote avec des trucs minuscules, et puis à côté je vois une grosse boule lumineuse, mais très haut dans le ciel, bon, pour moi ça compte pas, je peux pas dire que j'ai vu un ovni, mais pourtant, au fond de moi je sais que c'est pas un avion. Hein. Et quand je vois ce genre de choses, maintenant j'en ai pris l'habitude, mais c'est c'est pas logique quoi, de pas savoir. Donc voilà mon témoignage de ce genre de choses étranges qui est une boule lumineuse. Encore aujourd'hui, ça me marque. Depuis ce jour-là, j'ai été voir plein de sites d'ufologues. Bon, j'ai eu mes réponses, mais personne ne sait vraiment hein, ce que c'est. J'essaye sur le coup, quand j'ai vu cette chose, j'ai essayé d'avoir une explication rationnelle, mais je sais ce que j'ai vu, quoi. Donc, c'est pas rationnel du tout, quoi. C'est pas normal, ça c'est clair. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et bon courage à tous. Et surtout, que vous ayez de l'amour. Que vous ayez de l'amour. Parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça, quoi. C'est tellement important. La personne que j'aimais le plus au monde, c'était ma mère. Et elle est décédée il y a 2 ans. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'en remettre. Ça me tue, quoi. Ça me tue qu'elle soit plus là, quoi. Voilà. Donc, les gens que vous aimez, surtout, continuez à les aimer, quoi.
Merci à vous tous. Au revoir. Merci Christophe de ce témoignage, très courageux de ta part, rempli d'émotions, car il est la démonstration éclatante de plusieurs choses que nous devons analyser. Quand on a rencontré un phénomène ovni, cela nous affecte et très longtemps. Cela sort de la compréhension de notre conscience. Comme l'a expliqué Christophe, cela l'a changé car il a voulu en savoir plus. Il s'est mis à chercher dans les bibliothèques, les médiathèques, Internet plus tard, à chercher des réponses, bien sûr. En cherchant ces réponses, comme il me l'a dit, il a appris beaucoup de choses dans différents domaines, y compris ceux qui n'avaient rien à voir avec l'ufologie. Vous avez remarqué avec quelle facilité il raconte cette histoire. C'est comme si cela datait d'hier. Tout comme dans mon émission avec Marc Bettemont, il racontait comme si cela datait aussi d'hier, de ce matin même. Cela reste très vif dans la mémoire de Christophe, cela reste très vif dans la mémoire de tout le monde. Que Christophe cherche des réponses, c'est normal. Qu'il veuille partager, c'est encore plus normal. Mais qu'est-ce qui lui fait le plus mal? Que ses proches, ses amis ne le croient pas. Et ça lui fait très mal, comme il le dit. Lui, Christophe, cela fait très mal. Mais c'est bien pire encore quand on se moque, quand on se fait traiter d'illuminé. Le phénomène qu'a observé Christophe, une boule lumineuse, est, je le rappelle, le phénomène le plus observé dans la matière. Il dépasse maintenant les 60% des observations, loin, très loin devant, les soucoupes volantes, autres triangles, etc. Et c'est le phénomène qui affecte énormément quand on l'a vécu de près. Christophe avait bien évidemment surveillé sa montre, il n'y a pas eu de temps manquant. Mais 12 ans après, il y pense toujours. Ces boules ne sont pas des ovnis, c'est-à-dire des objets volants non identifiés. Cela n'a rien d'un objet. Il faut appeler un chat un chat. Ce sont des entités vivantes qui dépassent pour l'instant notre compréhension, mais que notre inconscient, lui, reconnaît comme étrangers à son système de compréhension. C'est cela qui provoque par la suite de nombreux changements au niveau de notre conscience. J'y reviendrai avec ma trilogie sur les abductions que je vous ai promis dans ma communauté. Même si Christophe n'a pas été abducté, le processus est strictement le même. Mais ce qu'a vécu Christophe est bien que le phénomène lui évidemment fait peur, ce n'est rien par rapport aux témoignages que je reçois où les personnes ont vécu, vivent un enfer. Bien entendu, elles sont loin d'être prêtes pour témoigner, comme l'ont fait Christophe, Gérard et Harry. Justement, ces derniers sont la pointe à peine émergée d'un iceberg. Pour une personne qui ose témoigner, n'ose pas et reste seule, désemparée. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où dans les emails que vous m'envoyez, la phrase « vous êtes » ou « tu es » la première personne à qui j'ose en parler a été écrite. Et cela continue. Et une nouvelle rafale est arrivée depuis la mise en ligne de ma deuxième émission avec Harry. Je connaissais déjà, je vous l'avais souvent dit, la solitude de ces personnes. J'étais loin d'imaginer à quel point. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que je suis une toute minuscule et insignifiante chaîne. Alors certes, ces personnes seules ne vont pas aller sur les sites de M6 ou Paris Match chercher des réponses, mais tout de même, je leur consacre bien évidemment beaucoup de temps à les écouter d'abord, à échanger ensuite. C'est rien, mais pour eux c'est énorme. Et bien entendu, je continuerai à le faire dans le plus total anonymat. Je sais que d'autres chaînes sont en train de reprendre ou ont repris l'idée de faire témoigner les personnes, et c'est très bien. Méfiez-vous tout de même, vous me connaissez, j'ai mon franc-parler. Mais par exemple, mon ami Marc Bettemont, avec qui j'ai fait 2 émissions, et dont Gérard Desforges a parlé récemment, car lui et 2 autres vrais ufologues de terrain avaient longuement étudié le cas de Marc, avec toutes les preuves validant ce que racontait Marc, a été approché par l'une de ces chaînes qui porte un joli nom, mélangeant ufologie et conscience. On a été mielleux avec lui pour le faire venir témoigner sur cette chaîne, pour se voir au final être traité d'illuminé et de menteur. C'est le genre de choses qui m'excède le plus. Alors pour ceux qui sont fragiles, méfiez-vous. Je vais reprendre l'idée d'Harry, de créer un groupe d'échange avec ces personnes. Il n'y aura ni caméra, ni micro, et les personnes pourront venir dans ce groupe avec un pseudo, bien sûr, mais aussi comme Harry, avec un masque, ou plus simplement avec un chapeau et des lunettes de soleil.
Le but étant d'aider ces personnes à sortir de leur solitude. Bien entendu, il n'y aura que les personnes qui seront sélectionnées. Évidemment, je me ferai aider de qui voudra bien et en qui j'ai toute confiance, car il est hors de question de laisser entrer n'importe qui. Des charlatans, des gens là qui sont là pour se moquer. Alors certes, sans doute, et sans citer de nom, je ferai peut-être un compte-rendu de temps en temps, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont très accrochés à la croyance de l'E.T. Sauveur. Beaucoup croient encore à ceux qui pensent canaliser depuis plus d'un demi-siècle maintenant des extraterrestres qui vont venir nous sauver. Tout comme je voyais des publications sur l'arrivée imminente de Nibiru, qui devait avoir lieu fin mai, début juin. Et je vous avais dit que rien n'arriverait, puisque, d'après ces théories, l'arrivée de Nibiru aurait apporté un nouveau cycle sur la Terre de bienfaisance. Tout comme je vous avais dit qu'il n'y aura pas d'arrivée de les fameux Humo, qui devaient arriver en juin 2019, et dont l'excellent Jean-Pierre Petit nous a avoué chez mon ami Thierry de Studio One que se cachaient les petits gris derrière ces Humo. Je revois se multiplier en ce moment des vidéos de l'imminence de la victoire des forces de la lumière contre celles de l'obscurité. Cela plaît, bien sûr. Et beaucoup se raccrochent à cette idée fort réjouissante. Hélas, leur attente risque d'être longue et leur morale en prendre un coup encore plus sévère. Il n'y aura pas d'E.T. Sauveur, car la lumière et l'ombre, c'est vous. Et c'est vous seul qui allez décider qui va l'emporter, personne d'autre. Alors certes, c'est facile à dire, mais quand on est seul, quand on est au fond du trou, quand on broie du noir, pas facile de faire émerger la lumière. C'est pour ça que vous aurez besoin d'une main tendue, et je vous l'attends avec joie, sans aucune contrepartie, mis à part vous prêter une oreille attentive. Je l'ai souvent dit, je fais cette chaîne par passion. Nullement par intérêt, je préfère 100 000 fois aider quelqu'un que d'avoir 100 000 vues sur une vidéo. C'est pas cela qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est protéger les faibles contre les charlatans du net. Et croyez-moi, il y en a. Et certains sont déguisés sous des habits de lumière, justement. Quand je vais sur ces chaînes, où je vois des namastés à tous les commentaires, je peux vous dire que souvent se cachent des choses qui n'ont rien à voir avec quelqu'un qui porte la lumière. Alors je dis pas que la lumière et l'ombre n'existent pas, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis, c'est que il n'y aura pas de E.T. Sauveur. Continuons un petit peu. Autant, vous pourriez vous poser la question de certains témoignages qui passent sur le net, si c'est pas des mythomanes, des illuminés, effectivement, toujours se poser la question. Bien que quand vous avez de l'expérience, vous les reconnaissez assez facilement. Ensuite, en discutant avec eux, en posant des séries de questions alternatives et qui reviennent, aujourd'hui, ça se découvre très facilement. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette partie immergée de l'iceberg? Je vais choisir 2 témoignages parmi les centaines que je reçois. Un très court et un moyennement long, parce que des fois, je reçois des pages et des pages et des pages de témoignages. Alors, vous savez, quand quelqu'un se prend la peine d'écrire sans vouloir aucune publicité, sans montrer son visage, souvent, la plupart du temps, sous un faux pseudo, des histoires que l'on peut faire vérifier assez facilement, puisqu'il y a des éléments dedans qui sont bien factuels, et il n'y a pas de place au doute. Je vais vous en lire 2. Le premier qui me dit « Je me décide à t'écrire. Je précise que si je ne l'ai pas fait auparavant, c'est que j'avais des doutes sur tes intentions, à l'instar du petit dessin qui se retrouvait dans le bureau du GEPAN, croyant que tu tiendrais ou constituerais un listing à transmettre à qui de droit. » Et donc ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui a vu la vidéo de Gérard Desforges, qui avait des témoignages où il avait fait faire des dessins d'un ovni
Et quand il avait vu une fois par hasard une émission du GEPAN à la télé, il avait vu un de ses dessins au dos du mur du GEPAN. Je rassure tout le monde, je dénonce suffisamment GEPAN et compagnie. Je respecterai toujours l'anonymat, sauf quand les personnes me donnent l'autorisation. Quoi qu'il en soit, je voudrais partager un doute qui, depuis cette date précise de septembre 82, je change volontairement les dates, me hante et guide mes choix de vie depuis lors. Mes maigres souvenirs de cette nuit-là sont encore aujourd'hui tenaces, bien que spirituellement avancé et possédant la maîtrise du magnétisme pendulaire. Je n'ai jamais osé travailler là-dessus. Je l'avoue, par peur de reprovoquer le merdier, Dixit. Depuis bébé, et là, on va rejoindre un petit peu Harry, je me souviens de tout, de la maternité jusqu'à aujourd'hui, sauf certains passages de cette nuit où j'ai lutté contre cette entité qui était seule, mais très motivée. Je me rappelle qu'en ces années-là, mis à part ce que l'on avait comme image des extraterrestres, était concentré dans les dessins animés de Goldorak. Cela n'avait donc rien à voir avec ce qu'on appellera les petits gris plus tard. Merci Fox Mulder, la série X-Files. J'ai fait face, si on peut dire, à des grands gris qui sont venus dans ma chambre sans même réveiller mon petit frère. Ça, c'est la première fois. Dans mon inconscient. J'ai beaucoup lutté pour leur échapper, créant un état hypnagogique. Alors, l'état hypnagogique est un état de conscience particulier qui est intermédiaire entre celui de la veille et celui du sommeil. En fait, il a lieu durant la première phase de sommeil, qui est l'endormissement. Où des gens, des voisins m'ont aidé à faire front, je ne rentrerai pas dans les détails, mais bon, finalement, ils m'ont eu. Après, je n'ai que des flashs de moi, dans un endroit super lumineux, verdâtre, où l'on me chuchotait des paroles assez douces, mais moi j'étais à l'apogée de ma peur. Après, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans mon lit, mes parents à mon chevet, et un tout-bib qui me fit partir à l'hôpital illico. Verdict le lendemain, mononucléose infectieuse avancée, alors que je m'étais couché en pleine forme. Il se trouve qu'une fois soigné, je courais plus vite que mes copains. C'est important à cet âge-là, et je n'ai plus jamais eu besoin de travailler pour avoir de bonnes notes. Malgré ça, j'ai quand même eu peur quand ils sont revenus. En 1983, je n'habitais plus du tout dans la même ville et je savais très bien, 2 ou 3 jours à l'avance, qu'ils allaient revenir me faire un coup. Là aussi, la corrélation avec Harry qui, lui, se souvenait, était prévenu, des cauchemars qu'il allait faire. Aujourd'hui encore, je ne travaille pas là-dessus, alors que j'ai démonté pas mal de lieux, soi-disant hantés, ou de personnes, soi-disant guérisseurs, ou ce genre de branle-couilles, Dixit, qui croient en un haut et bas astral, enfin toutes ces merdes New Age à 2 balles. Rares sont les personnes à qui j'ai confié cela, à bon entendeur, mais j'ai l'impression que l'on m'a volé un bout de ma vie et je suis un peu rancunier. Voilà donc mon témoignage. Merci à toi Sibano, même si je ne suis pas d'accord avec certaines de tes vidéos. Je n'en reste pas moins, blabla, admiratif, tout ça, mais heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout. Voilà un témoignage très fort. Témoignage qui nous apprend, encore une fois, la précognition, c'est-à-dire l'avertissement à l'avance que le phénomène va arriver, tout comme pour Harry, et tout comme dans beaucoup de témoignages. Ici, nous avons une nouveauté, c'est une maladie qui arrive, une mononucléose en phase avancée, en l'espace d'une nuit, vous imaginez. Et ensuite, une modification ici physique, il court plus vite, et une modification de la psyché, il comprend plus vite. Vous voyez, toujours comme ce phénomène affecte de manière assez hallucinante l'esprit, le cerveau, la conscience. Maintenant, je vais vous lire un deuxième témoignage qui, lui, bien que plus long, est extrêmement intéressant. Donc là aussi, je vais transformer certains noms, certains endroits. Je ne vais pas tout citer parce que la personne me l'a demandé, bien évidemment, que je respecte sa volonté. Mais elle est évidemment bien entendu d'accord que je lise son témoignage à ma demande, ce qui n'était pas prévu du tout au départ.
Tout commence en septembre 2015. Je profite que des membres de ma famille soient invités à la première Fashion Week de Séville pour profiter du voyage avec une amie. Je découvre cette ville, splendide, très légère, accueillante. Je me sens chez moi, mais il est vrai que je suis rarement dépaysé. En sortant de notre appartement, juste sur le longement, sur la gauche, il y a un petit bar de tapas et chaque fois que l'on passait devant, une personne sortait rapidement, essayant de nous proposer un tract. À chaque fois, je répondais non merci car il me dérangeait. Un matin, je me suis tout de même arrêté, prenant son tract, qui proposait des soirées flamenco, gratuites avec guitaristes dans un pub, une activité très répandue à Séville. Cet endroit se trouvait à une rue à côté de notre appartement. Cette personne nous demande de nous asseoir, il nous proposait un verre, je déclinais, mon ami aussi. Cette personne avait les yeux qui changeaient, comme un voile, tout d'abord, qui venait l'occulter, puis la pupille devenait très fine et horizontale, mais jamais verticale. J'ai déjà remarqué cela depuis petite chez certaines personnes, dont les yeux m'apparaissaient autrement, comme s'il y avait un autre personnage. J'en parlais à ma mère, je lui disais qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas comme nous. Je sentais son angoisse et elle se mettait en colère. Donc j'ai décidé vers 6 ou 7 ans de ne plus en parler et que cela devait sans doute être normal. Et là, j'ai réagi pareil. Le soir, on décide de jeter un œil à cette soirée vers 23 heures. On rentre, personne, pas même un barman, juste un transistor avec du flamenco. On attend 2-3 minutes et on s'en va en se disant c'est normal que ce soit gratuit, c'est nul. Tout se passe bien et le dernier soir, en compagnie de mon ami, on déambule dans les rues à la recherche d'un restaurant terrasse. Nous, on a encore testé. On voulait un endroit dégagé car c'était la fameuse Lune Rousse de 2015. Mon ami remarque une terrasse en retrait et on s'assoit. À une table à côté, il y avait 2 jeunes hommes, une jeune fille, un couple avec un enfant. Les 3 garçons jouaient de la guitare sur des chansons andalouses. Cela aussi était très répandu dans les rues de Séville. Quelquefois, ils se lèvent et jouent pour une table. On dîne, puis le couple s'en va, et là je donne plus d'attention à cette table. Un des jeunes hommes, une trentaine d'années, a ce regard qui change, et cela fait comme une apparence Dieu, comme un caméléon, un regard en oblique. La jeune fille se lève, se met à danser entre les tables. Il y a beaucoup de monde. On fait un peu connaissance lorsqu'ils s'approchent et tout semblait tranquille. On finit de dîner vers minuit. On rentre dans le restaurant pour payer et on commence à partir. Puis la fille s'approche vers nous pour parler. Elle nous dit qu'elle connaît un lieu très tranquille pour finir la soirée. Elle nous indique le lieu et c'est juste à une rue de l'appartement. Donc on décide d'y passer devant. Les rues sont pleines, les 3 jeunes gens nous suivent un peu en retrait. Et là on se retrouve au même endroit que la veille. Le pub gratuit, mais là, il y avait du monde, un guitariste, des jeunes filles qui dansaient. C'était assez petit. Il y avait peut-être une dizaine de personnes. L'ambiance est assez étrange. Le barman, un jeune garçon, ne parle pas. On commande, on lui pose des questions, mais il affiche toujours un même sourire. Puis je me retourne et là, il y a une autre personne qui a surgi comme ça, affichant le même sourire. Il se tenait très droit, raide. C'était très bizarre. Mon ami s'interroge aussi. Bref, on discute avec un peu tout le monde. Il y avait toujours ce personnage qui se présentait en tant que Alfredo, toujours avec les mêmes pupilles. Il nous indique avec son ami que le mois de décembre, il y a des festivités de rue avec plein de groupes qui jouent leurs partitions et ce sont des fêtes très typiques à ne pas manquer. Ils sont eux-mêmes musiciens d'un groupe. On échange nos WhatsApp pour plus d'informations et nous indique qu'ils visitent de nombreux pays partageant leur musique dans les rues. On est resté une petite heure et nous sommes rentrés tranquillement. Sauf que pour moi, ce personnage m'intriguait. J'en parle à mon amie qui est très cartésienne pour savoir si elle n'avait rien remarqué. Elle me répond qu'elle a trouvé ce lieu étrange et des fois un peu dérangeant. Mais ça devait sûrement venir qu'elle ne comprenait pas très bien l'espagnol. L'histoire est oubliée et vers début novembre, je ne sais plus la date car par la suite j'ai effacé les contenus des messages, je reçois un message de Alfredo. Il est au Canada, m'envoie des photos et m'indique que en décembre, il y a des fêtes à Séville et que les dates ont été fixées. Donc avec mon conjoint, on prévoit des vacances vers Noël, vers sa famille, mais je n'arrivais pas à enlever cette curiosité d'aller voir ces fêtes. J'en parle à mon amie, si elle a reçu un message sur ces fêtes, et qu'Alfredo m'avait fixé les dates. Et elle me répond immédiatement qu'elle est intéressée. Elle, qui est toujours indécise pour tout. Puis j'en parle à mon mari. Il ne peut plus prendre de congé, mais il ne voit aucun problème pour que l'on y aille, sachant que j'aime découvrir, sans plus. On prévoit avec mon ami d'y aller en décembre. Autant en profiter pour visiter plus cette ville. J'informe Alfredo, il est content et il nous attend là-bas et qu'il peut nous faire visiter des endroits que les touristes ne peuvent trouver. Mi-novembre, les billets d'avion sont achetés et la réservation
à l'hôtel, fête. Fin novembre, je tombe très malade, une grippe. Je ne suis jamais malade. Je décide d'aller voir le médecin de famille qui me prescrit des médicaments sans que ce soit de l'homéopathie. Je ne prends jamais de médicaments. Il me propose même un vaccin. Le rappel de je ne sais quoi. Je suis étonné, il sait que je suis contre les vaccins. Le 1er décembre, mon ami m'appelle. Sa mère âgée est très malade, elle est hospitalisée, elle ne peut pas venir, elle annule le séjour. Je reste perplexe, j'en parle à mon mari. Il me répond avec une grande tranquillité, inhabituelle, que je n'ai rien à craindre d'y aller seul et que c'est dommage d'annuler ce séjour, sans poser aucune question. Dans la journée, je bloque ma carte de crédit et je suis obligé de partir avec des espèces, le temps que l'on me renvoie une carte. J'arrive enfin assez vite, contente, je sors prendre un taxi, j'arrive à l'hôtel, et là, je me sens pas très bien, le temps est très lourd, pesant, le ciel est couvert de nuages, très bas. Ça fait comme une chape pesant sur ma tête. Je visite la ville, en bonne touriste, je ne retrouve pas la légèreté de la ville. L'aspect de la ville me semble bizarre. Je mets ça sur le compte que j'ai été malade. Alfredo m'envoie quelques messages très courts, me demandant si tout se passe bien ou si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je rencontre une femme là-bas, dans une épicerie, qui me fait visiter le quartier. Elle a mon âge, et en discutant, je découvre qu'elle connaît Alfredo. Mais elle change vite de conversation. Un matin, je reçois un nouveau message, les festivités commencent, rendez-vous dans un quartier à 17h. Le quartier est rempli de monde, de familles, de terrasses. Je suis un peu angoissé, j'appelle mon mari, tout va bien. Les voilà. Alfredo me présente ses amis et lorsqu'il a voulu s'approcher pour me saluer, il s'est produit une chose étrange, jamais ressentie auparavant. J'ai senti, je ne sais pas comment le décrire, une force, une énergie, comme si c'était ma présence, qui est descendue de l'intérieur dans mon corps à une grande vitesse, comme un ascenseur, de la tête aux pieds, avec un grand bruit sourd. Ça m'a coupé les pensées. Je l'ai entendu car ça s'est passé en moi. Alfredo a fait un petit mouvement de recul, embêté, m'a salué en hochant la tête. J'ai fait comme si je n'avais rien remarqué. Il dégageait une présence très encombrante. Je n'arrivais pas à avoir une conversation avec lui. Il faisait pratiquement un monologue. Il parlait fort avec de grands gestes, maladroit, comme dans une pièce de théâtre. Il posait des questions sans attendre des réponses. J'avais la gorge nouée. Il m'a dit qu'il était policier. Je l'ai regardé perplexe et donc m'a dit « C'est bien, si tu ne me crois pas, on pourra voyager ensemble ?» Il me semblait ridicule et je me sentais de plus en plus gêné par sa présence. Il se tenait très droit, raide, et affichait un sourire figé. Il tentait d'exprimer des émotions qui n'apparaissaient pas sur son visage. Il avait une voix nasillarde. Je n'avais rien remarqué de tout cela la dernière fois. J'ai discuté un peu avec ses amis sans une grande attention. Il n'avait aucune expression dans les yeux, même si son corps tentait d'exprimer quelque chose. On est passé devant une petite chapelle. J'ai voulu la prendre en photo, mais je n'ai pas pu le faire. Puis, un peu plus loin, je suis passé devant une petite chapelle identique. Et là, je me suis dit, on tourne en rond. Je n'arrivais plus à penser. Pourtant, je restais lucide. J'avais des réflexions, mais pas en pensée. Il me fixait sans arrêt du regard et j'essayais de m'intéresser à autre chose, écoutant la musique, regardant l'ambiance, mais tout devenait étrange. Tout le monde vaguait doucement dans la rue principale. Le rythme ralentissait. Puis, son ami m'indique qu'il s'est un peu éloigné et que l'on va profiter de manger quelques tapas. On prend juste une petite rue verticale et là se trouve un bar à tapas. Je rentre la première et je le vois accoudé au bar, me regardant avec son sourire figé. Je me suis approché, j'ai voulu commander et là je suis resté bloqué. Il était sur ma gauche et je ne pouvais plus bouger mon corps, seulement les yeux. Tout est devenu flou sur les côtés et j'avais l'impression que l'extérieur ralentissait et disparaissait. Je l'entends me dire, sans parler, « Tu sais que tu es très spécial ?» Je lui réponds dans ma tête, « Non. » Puis il me dit plus sèchement, « Si, et tout le monde le sait ici. » Puis à nouveau il me dit, « Je peux être très drogué, violent et multisexuel. » Je lui réponds, « Je sais. » Sans éprouver aucune peur, comme si je savais qu'il voulait m'impressionner pour que je reste tranquille. Et je me suis dit, il faut que tu mémorises. Je le vois se mettre devant moi, marcher, et j'entends dans ma tête. Tu veux savoir qui je suis cette nuit? Je vais tout te montrer, ne te préoccupe pas. Puis il tourne à gauche, je remarque que je vois que lui est entouré d'une forte lumière, mais son corps est comme une ombre à l'intérieur. C'est un noir intense.
Je regarde rapidement le mien, et c'est le contraire. Je vois mes organes dessinés en filaments dorés, et je me dis, tiens, on est doré à l'intérieur. Je suis comme attiré par son mouvement. Et là, tout s'éteint. Je ne sais pas si je suis resté longtemps sans rien voir, mais je me retrouve à rentrer dans une pièce, main dans la main avec lui, et il me dit toujours dans ma tête, tu reconnais l'endroit? Et moi, non. C'était un semblant du pub où on s'était rendu avec mon ami, mais je voyais très bien que ce n'était pas le même endroit. La lumière était très différente, le bar était comme en or, très étincelant. Il y avait un rideau au fond, noir. Les proportions de la pièce étaient différentes. C'était toujours le même garçon qui tenait le bar, habillé dans une autre époque, comme dans les années 30. Il y avait son couple d'amis, puis un autre ami que j'avais remarqué dans son groupe car il ne parlait pas. J'étais habillé pareil. Ça faisait pièce de théâtre. Il me dit, si, regarde bien, c'est l'endroit où l'on a discuté la première fois. Et je lui ai fait croire que je le croyais. Je ne savais pas comment sortir de ça. Le pire, c'est que je pouvais marcher dans cet endroit. C'était autant physique qu'ici. Au fond, il y avait ce rideau noir. Et je ne pouvais m'y rendre. C'était comme interdit. Sur ma gauche, il y avait le guitariste et des personnes que je ne connaissais pas autour de lui. C'était comme s'il tournoyait autour de lui. Derrière moi, il y avait une petite pièce ouverte avec plein d'enfants, des adolescents. Et lui se tenait là, avec son sourire figé. Je sentais bien qu'il communiquait avec certains de ses amis sans parler. Je sentais l'onde qu'il y mettait et qui était dirigée vers certaines personnes. Mais je n'arrivais pas à les capter. J'en ai eu marre et je me dis, je veux rentrer. Je me suis retrouvé dans le premier bar où je suis resté bloqué. Je voyais que lui, de dos, les côtés étaient un peu éclairés, lisses, mais c'était flou. Je lui ai demandé si tout se passait bien et là, il s'est retourné comme surpris. Il avait de grosses pupilles noires, très rondes, laissant peu de place pour le blanc de ses yeux qui étaient orangés. Il avait un corps comme si on voyait ses tendons. C'était musclé, mais pas comme nous. Ses mains très longues, ses bras aussi. Il me semble qu'il avait 3 ou 4 doigts. Ses bouts des doigts étaient noirs ou plus foncés. Il n'était pas habillé, il n'avait pas de sexe. Il est venu très rapidement face à moi et j'ai senti avec ses doigts, il me semble, m'appuyer vers le milieu du front. Je n'ai pas ressenti une douleur physique normale, mais une douleur très profonde. Et je savais que je hurlais. J'ai senti également un poing derrière mon genou gauche et un de mes doigts de ma main gauche et derrière la nuque. Je l'ai entendu me demander si je croyais, si 2 personnes pouvaient fusionner. Je ne sais pas si je lui ai répondu, mais je me suis retrouvé une deuxième fois dans ce faux pub avant de bien voir la pièce. J'ai vu que quelques personnes avaient des yeux très blancs avec une pupille très petite. Je suis resté au milieu de la pièce et je l'entendais me parler. Je ne respire pas comme vous. Il m'a parlé de ventricule, de diaphragme plus bas. Je n'ai rien compris. Il y en a 6% comme moi. J'ai passé 3 mois enfermé pour étudier et passer mon examen de policier, mais qu'il n'aimait pas en parler. J'ai voulu sortir de la pièce physiquement, mais ce n'était pas possible. Je ne savais plus si j'étais là ou là-bas. Puis je l'ai entendu me dire, maintenant on rentre. Et je me suis retrouvé devant une ligne de taxi, en compagnie de son ami et lui, qui me regardaient comme un peu inquiet. J'ai demandé l'heure, il était 1h du matin, et je dû rentrer dans ce bar vers 19h. Je suis vite rentré à l'hôtel, je me suis dit que ce n'est pas normal, j'ai scruté mon corps, j'ai essayé de raisonner, de me dire, j'ai dû être drogué, peut-être qu'ils m'ont violé, mais je n'avais aucune marque ni sensation physique d'une agression. J'ai même vérifié comment j'étais habillé. J'ai une manière de mettre ma ceinture, etc. Tout était en place. Et je me suis endormi d'une fatigue anormale. Le lendemain, je me réveille vers 10h. C'est tard. Généralement, je suis debout à 6h du matin. Je suis un peu embrumé et je me souviens de la veille, mais avec un effort. Je sais que ce n'est pas normal, que j'ai été drogué ou que j'ai été dans une situation que je ne comprends pas. Il s'est réellement passé quelque chose. Je sens bien que cela m'angoisse. J'ai essayé de me souvenir si j'avais bu ou mangé, et non, il me semble pas. C'est complètement décousu. J'ai eu l'impression d'être transporté sans avoir la sensation de me déplacer, de voir les mêmes endroits que l'on attendait ou que l'on voulait quelque chose de moi. Je n'ai pas mal. Et je suis angoissé car je ne comprends pas. Et non, et je ne comprends pas ce que j'ai vu. Et c'est cela qui m'interpelle. Je n'ai été ni choqué, ni par leurs yeux, ni par sa forme, comme du déjà vu.
Je n'arrive pas trop à réfléchir, comme s'il y avait un barrage, une interdiction. Je sors en début d'après-midi manger un morceau, j'achète des fruits et je m'installe à une terrasse. Les rues sont toujours pleines, je fais attention. Je commande une bouteille d'eau et un café, je ne bois pas d'alcool. J'entends qu'il y a des festivités plus loin, mais je n'ai pas envie d'y aller. Quelquefois, il y a un groupe qui passe, jouant de la musique, ça m'angoisse. Puis, il arrive. Il est avec un groupe, se détache de celui-ci et vient s'installer à ma table. Et cela ne me choque même pas de le rencontrer. Il commande un plat avec du riz. Il mange très mal, comme un glouton. Je ressens encore un malaise. Il dégage quelque chose. J'ai l'impression de ne pas être en face d'un humain, mais d'une autre présence, très désagréable. Ça me fait comme si j'avais un casque sur la tête, une pesanteur. Ça m'est difficile de rester présente. Il est habillé simplement avec un jogging. Il se tient toujours très droit, très rigide. J'essaye de l'observer, mais je ne le fixe pas dans les yeux. Je n'y arrive pas et je sais que je ne dois pas le faire. Il parle très maladroitement. Il essaye d'être courtois, mais c'est enfantin et grossier. Il a toujours de grands gestes disproportionnés. Je n'arrive pas à lui parler, je m'efforce à sortir un mot. Il dégage une grande force physique. Je vais essayer de retranscrire la conversation absurde à mon sens. Ta copine Valérie, ça va? C'est mon amie qui était présente en septembre. Oui. Comment une fille sarde se retrouve en France? Je ne me souviens pas de lui avoir dit mes origines, mes parents viennent de Sardaigne. Comment ça? Je veux savoir les raisons pourquoi tu es venu en France. Je ne réponds pas. Je lui demande. Et toi, tu es de Séville? Tes parents sont d'ici? Oui, je sais qu'ils vont bien, ça me suffit, je suis comme une fille. On me met à l'endroit qu'ils veulent, je ne choisis pas. Et c'est vrai, il est très efféminé par moments, comme il peut être très masculin, ou les deux. Je lui demande, tu as étudié quelle matière? La biologie pour être infirmier, c'est pour cela que je connais la valeur d'être en vie, puis les différentes sociétés. Ah bon? C'est quelle licence, les différentes sociétés? Je voyage beaucoup. Si tu veux, on peut aller à Rome ou ailleurs, pas en Espagne. Pas plus de 3 jours, sinon, ouf, ça fait trop. Je commence vraiment à me sentir fatigué, je n'arrive plus à lui poser des questions. Alors je me tais. Il a une façon, quand il n'est plus en action, de s'affaisser sur lui-même et de fixer un côté avec un sourire béat et figé. Et aussi, lorsqu'il marche plus rapidement, on dirait qu'il sautille de droite à gauche. Une femme s'approche, une roumaine ou une gitane. Il y en a beaucoup sur Séville. Et là, je le vois maîtriser une grosse colère, une haine. J'ai compris qu'il y a des présences qu'il ne supporte pas. Il me propose d'aller flâner avec lui dans les rues. Et là, j'ai besoin de me retourner. Je vois une personne de l'autre côté de la rue qui me fixe et elle n'arrêtera pas de me fixer. Et même quand elle arrivera à ma hauteur, j'ai l'impression qu'elle me parle, mais je n'entends rien. C'est un homme, les traits très fins, très blonds, les cheveux assez longs, des yeux très bleus, très pâles. Il est habillé de couleur jaune et violette, porte une sorte de bedasse et me montre qu'il n'a plus de main droite. Et là, je lui réponds, non, je rentre. Il me répond, demain au même endroit. Il y a le dernier jour des festivités. Je m'éloigne et je l'entends me dire, notre temps viendra. Je rentre à l'hôtel et je m'endors jusqu'au lendemain matin vers 10 heures. Ce n'est pas normal. Et là, je suis sûr que je n'ai pas été drogué. Je reçois un coup de téléphone de mon mari, inquiet, car il essayait de m'appeler tout le week-end et je n'étais pas joignable. L'appel tombait directement en messagerie. Je n'ai jamais reçu d'appel. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'ai complètement oublié d'appeler ma famille et ça ne me ressemble pas. Je lui ai dit que les fêtes étaient très fatigantes et il ne m'a pas plus posé de questions. J'ai une sensation que j'ai dormi sans dormir cette nuit-là, c'est tout. J'avais envie de pleurer. Je ne comprends pas. J'ai l'œil gauche très enflé, comme si j'avais eu une piqûre d'insecte. Je demande à la réception de l'hôtel de me fournir des glaçons. Je me suis souvenu par la suite, après être rentré chez moi, que cette personne très blonde, que j'avais croisée, je l'avais déjà rencontrée plus jeune, vers 13, 14 ans, et j'avais complètement oublié. Je suis dans ma ville natale, vers Lyon. Je suis allé rendre visite l'après-midi à un ami d'enfance. Je rentre, c'était l'hiver, la nuit commençait à tomber. Je décide d'aller prendre un petit bosquet, un raccourci. Je sais que ce n'est pas prudent. Il est court à traverser, mais longe un immeuble pas très fréquentable. Je l'emprunte en courant. Et là, j'ai quelque chose qui me demande de stopper. Ce n'est pas une voix. Je stoppe d'un coup et j'entends un sifflement me passer juste devant la figure. C'était une balle. Il me semble un fusil. Puis sur ma droite, je vois cette personne très blonde, habillée de jaune et de violet. Ces couleurs, je les remarque, car c'est assez flashy l'association des deux. Puis je me mets à courir. Retour à Séville. Je sors en milieu d'après-midi
Prends des fruits, des pâtisseries, un sandwich, une bouteille d'eau, je porte des lunettes de soleil. J'ai du mal à voir de cet œil. Je reste un moment dans un petit parc, je me sens mieux et je décide d'aller voir ce rassemblement et d'essayer vraiment de comprendre ce qu'il se passe. Et là, ça va être la cour des miracles. Plus je m'approche du quartier et plus je ressens un malaise, une lourdeur. Je n'ai aucun mal à trouver leur groupe de musique. Il y en a plusieurs, tous avec leurs costumes. Je fais attention de ne rien boire ni manger. Nombreux portaient des lunettes noires, à croire qu'ils avaient tous été piqués par le même moustique en plein mois de décembre. Il fait rapidement noir, il y a beaucoup de monde. Je l'observe, et là je remarque qu'à chaque fois que son téléphone sonne, une sorte d'alarme, un bruit grave, une sorte de vroom. Il se dirige et part vers une direction, puis il revient. Il y a son ami également, celui qui ne parle pas, qui fait pareil. Ça donne une impression de ruche au travail. Il a des gestes saccadés, et c'est exactement ce qu'il doit faire. C'est l'impression que cela me donne. Il sait que je l'observe, et je remarque encore, et c'est mon impression, que cela le met mal à l'aise. Il a l'air de plus en plus agacé, passe à côté de moi, avec de la colère retenue. Il y en avait qui avaient des yeux noirs, j'en ai vu 3, complètement, mais il me semble qu'il y avait que moi qui le remarquais. Je m'adresse même à une jeune fille qui avait ces yeux-là. Pourquoi elle les avait ainsi? Et elle me répond d'une voix d'un enfant, je peux même pas dire si c'est celle d'un garçon ou d'une fille. Ça faisait électronique. Elle me répond qu'elle le sait. Là, j'étais dans un état où je me disais, je m'en fous, peut-être que je suis complètement folle, je ne comprends pas ce qu'ils sont. Puis un membre de son groupe me demande, mais qui tu es? Je ne lui réponds pas. Et encore, il s'est accoudé avec son sourire figé et a commencé à me parler en pensée. Pourquoi tu ne veux pas m'ouvrir tes chakras? Je suis comme un esclave ici. Ceux de ton centre, c'est des médiums, des chamans. Moi aussi, j'étais dans un centre. Je ne comprends rien à ce qu'il me raconte. Mais vraiment rien. Je ne lui donne aucune attention. J'ai même vu une scène où il se met devant une autre personne et fait des gestes vers son ventre, et celle-ci ne s'en aperçoit même pas. C'est comme s'il était là et pas là. Je me suis dit, ou j'hallucine, ou réellement il se passe des situations inconnues pour nous. Puis je le vois discuter avec une personne, et celle-ci se retourne brusquement et se met en face de moi, en colère. Elle me dit de m'éloigner d'ici. Et cette personne, c'est elle qui m'avait donné le tract en septembre. Là, j'en ai eu ras-le-bol, et j'ai préféré m'éloigner puis rentrer. Je ne suis pas sorti de l'hôtel jusqu'à mon départ, très angoissé. J'appelais ma famille, mais je n'ai rien dit. J'ai remarqué par la suite que depuis qu'il était arrivé, je suis resté dans le même secteur. Et je crois que j'étais dans l'impossibilité d'en sortir. Voilà, cette histoire semble irréelle. Je suis resté bien 4 mois à faire des cauchemars, à avoir une lumière et une angoisse de plus en plus forte, à avoir plein d'enfants qui se ressemblaient, à avoir des enfants que l'on touchait, et d'avoir la sensation d'être surveillé. Je sentais sa présence. À mon retour, mon mari ne m'a jamais questionné, et cela est très bizarre. J'ai mis 6 mois à ressortir de chez moi, du moins à aller dans des endroits inconnus. J'ai cherché à savoir, à comprendre, car je me suis dit, là, ce n'est pas possible, tu ne peux pas encore ignorer tout ce que tu vois depuis petite. Avant cela, je savais depuis toute petite que l'on n'était pas tout seul, mais je ne me suis jamais intéressé au paranormal ni aux ovnis et j'ai vu assez souvent dans la rue des personnes qui changeaient de yeux ou avaient une autre forme derrière eux. Je ne regarde pas la télé, ça me dérange les ondes. Je ne regardais pas les films de science-fiction car ça me dérangeait aussi. Je me suis souvenu que petite j'avais peur car je voyais des êtres qui rentraient dans ma chambre, la même forme que lui, mais plus petits. Je me souviens que j'avais mal lorsque mon corps vibrait. À la rigueur, je préférerais à certains moments être folle, au moins c'est explicable. On m'a conseillé de prendre rendez-vous avec une médium. J'ai pris une consultation simple de voyance sans rien lui dire. Puis lors de la séance, elle m'a dit, mais c'est comme si vous êtes connecté à une autre conscience et ce n'est pas juste pour vous. Je la laisse parler, je lui demande si je pouvais lui montrer une photo. Je lui montre Alfredo, elle me dit, il n'est pas humain, il s'habille en humain. Donc j'ai cherché à savoir qui il était, puis un jour j'ai retourné le problème et je me suis dit, si d'abord je prenais conscience plus profondément de qui je suis, car de chercher à comprendre des consciences différentes des nôtres sans se comprendre soi-même, ça ne sert à rien. Ce qui m'a remué dans cette histoire, c'est que même en sachant depuis petite que l'on baigne dans un invisible et que l'on peut en être comme un effet ici, eh bien, je me donnais l'impression que c'était un ailleurs. Mais là, je me suis dit, mince, ils sont là. Car j'ai déjà eu des moments d'absence, surtout petite, et même me retrouver en dehors de chez mes parents sans aucune explication. Et pourtant, j'en reste à aimer la création et toute la création.
Je remercie Kate, je vais l'appeler Kate, de son long témoignage, que là aussi on va analyser. D'abord, je voudrais vous demander, comment voulez-vous, quand on a une vie sociale, pouvoir aller témoigner de faits aussi extraordinaires, mais qui semblent tout droit sortis de l'imagination d'un auteur de science-fiction? Eh bien, je vais vous répondre, grâce à l'empirisme. Je vous donne un exemple. Si une personne déclare avoir vu un éléphant voler au-dessus de Bar-le-Duc, il y a de fortes chances qu'il aille faire un tour en psy. Si 1000 personnes déclarent avoir vu à la même heure un éléphant voler au-dessus de Bar-le-Duc, personne n'ira en psy, mais on va chercher les causes de ce qui a pu causer une telle hallucination collective, sans chercher le moins du monde à vérifier l'hypothèse de la possibilité d'un éléphant volant. Si 1 million de personnes, tout au long d'une année complète, déclarent avoir vu régulièrement un éléphant voler au-dessus de Bar-le-Duc, là, enfin, on va se mettre à la recherche, finalement, d'un éléphant volant. C'est pareil en ufologie. Et c'est pour cela que le phénomène n'explose pas, car pour arriver au 3e cas, il en faut des témoignages, en sachant en plus que plus le temps passe et moins on s'intéresse aux événements du passé. Je vous le dis souvent, les phénomènes ufologiques du passé, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des années 30, 50, 70, sont bien plus énormes que ceux de nos années contemporaines. Mais qui s'en souvient? Qui en reparle? Dans le témoignage de Kate, pour ceux qui étudient ce phénomène depuis longtemps, plusieurs faits sont communs et reviennent des dizaines de milliers de fois dans des témoignages aux 4 coins du monde de personnes qui ne se connaissent pas. Et cela avait encore plus de valeur quand Internet n'existait pas. Déjà, on retrouve souvent la précognition qui est encore accentuée ici par une force extérieure qui semble vouloir protéger Kate et son amie pour faire en sorte qu'elles ne se rendent pas à Séville. Mais Séville attire comme une mouche attire le miel. La description qu'elle fait de l'individu est très classique. Du reste, en enlevant la tête, il ressemble un peu à l'être vu par Gérard dans la forêt indonésienne. Mais on sait qu'ils sont capables de prendre les formes qu'ils veulent. Lui aussi est maigre, fin, on voit les tendons, et n'a pas de sexe visible. Les conversations absurdes, sans queue ni tête, ont été rapportées des dizaines de milliers de fois, notamment avec ce que l'on appelle les Men in Black, qui sont les mêmes que ceux qu'a rencontrés Kate. Kate, comme Harry, est bloquée à plusieurs moments. Elle n'a plus le contrôle de son corps. Elle décrit aussi au final cette autre humanité qui nous côtoie. L'humanité, entre guillemets, bien sûr, et qui est bien plus en avance sur nous, et qui fait de nous ce qu'ils veulent. La sensation d'être transporté d'un endroit à un autre, sans savoir comment, est très classique aussi. Il y a une chose néanmoins qui m'intéresse énormément dans le témoignage de Kate, et le fait que ces entités détestent les gitans. Si parmi vous, vous avez des pistes sur ce fait, ou si vous avez des amis gitans, cela m'intéresserait de les lire. Je me rends compte que je sais beaucoup de choses sur le phénomène OVNI de beaucoup d'endroits dans le monde, mais très peu, voire rien du tout, sur les gitans. Et quelque chose me dit que c'est à creuser. Enfin, retenez une chose essentielle qui rejoint ce que je disais plus tôt. Et là, pendant que je vous parle, il est 15h47, et je travaille cette émission bout par bout que j'assemble, j'enregistre morceau par morceau. Quand Kate a vu cette entité sous sa vraie forme, elle brillait de l'extérieur et était noire dedans. Voilà, tout ce qui brille n'est pas forcément bon. Retenez bien cela, car cela correspond à beaucoup de prédateurs sur le net qui brillent de l'extérieur, mais qui sont noirs dedans. Et elle, Kate, se voyait à l'inverse. Cela brille à l'intérieur et c'est noir dehors. Là aussi, retenez bien cela, car je vais en reparler. Vous entendez souvent parler d'ascension, de maître ascensionné. Bien, je vais vous le dire. L'ascension n'est pas dans le sens que vous pensez. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, le stade final, c'est nous. Enfin, une partie de nous. Du reste, quand vous écoutez tous les témoignages des personnes étant en contact avec des entités extraterrestres, extradimensionnelles, l'énorme majorité les décrivent, certains même sans s'en rendre compte,
comme froid, très froid, sans aucune émotion. À ne pas confondre avec l'amour énorme qu'ils sont capables de vous diffuser, hein, car ce n'est qu'une simple vibration à actionner pour eux. Un peu la même chose lorsque vous avez un coup de foudre. C'est très rare, mais qu'est-ce qui fait que pour rencontrer une personne, il y a un coup de foudre, tout se bloque en vous, ça s'accélère, vous n'arrivez plus à respirer. C'est pareil, c'est une vibration. On est énergie, vibration, fréquence. Bon, bah je viens de me rendre compte qu'on a déjà atteint 1h30 d'émission et que j'ai là, sur mon bureau d'ordinateur, plein de dossiers encore que j'avais préparés, mais on va faire une émission de 3 heures, c'est juste impossible. Donc j'en ferai une autre, hein, dès que j'ai le temps. Mais celle-là était déjà très intéressante. C'était un peu important. Plutôt que de vous montrer des cas, j'ai vu un objet, essayer un petit peu d'aller plus loin. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Et j'avais aussi un dernier message, si je peux me permettre, personnel, parce que, vous savez, j'ai beaucoup de gens qui me suivent un peu ailleurs que de la France, beaucoup de l'île de la Réunion, du Québec, d'Algérie, Tunisie, du Maroc, de Belgique, de Suisse, mais aussi d'un peu partout dans le monde. Hein. Des fois, je suis étonné de voir sur la liste YouTube des personnes d'où elles regardent, mes émissions. Bon, après, il y a des Français partout. Par contre, parmi ces personnes, il y a 2 personnes qui sont seules, qui sont isolées au Pérou et qui doivent me contacter. Donc voilà, écrivez-moi, je laisse mon adresse email dans le descriptif de l'émission comme d'habitude. Et si vous voulez apporter vos témoignages, si vous voulez réagir à cette émission, je serai toujours là, évidemment, pour vous lire et pour vous écouter. Voilà, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.